Arc-en-Ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Il est 14h36 et comme ça a été annoncé, nous sommes en direct avec le journaliste américain, comme on l'appelle, l'américain le plus marocain des Américains, un homme de médias, un homme d'un alliance spécialiste aussi sur les questions terroristes et un homme convaincu pour la promotion de l'Afrique et la stabilité dans les pays du Maghreb. Bonjour Michael Kurtley. Bonjour Ablatif, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'avoir des gens de qualité dans notre émission et Actualité oblige. Et avec un peu de recul, nous souhaitons avoir l'avis déjà dans un premier temps par rapport à ces attentats qui ont touché la France, aussi qui ont touché la Tunisie et le Koweït, de Monsieur Michael Kurtley. D'abord, j'aurais bien voulu intervenir pour des sujets bien moins tristes. Et évidemment, comme tous les intervenants et comme tout le monde, je ne peux que renvoyer mes sympathies, mes condoléances à toute personne qui a été touchée par ces attentats. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut tirer. Par contre, évidemment, il ne faut pas oublier que tous ces attentats, que ce soit au Koweït, en Tunisie ou en France, ont été commis par les personnes seules. Et chacune a été commise par des personnes qui étaient originaires du pays. C'est-à-dire que souvent on oublie que la volonté de fondamentalisme et de radicalisation vient d'abord dans le pays soi-même. Donc, une autre chose qu'on peut dire, c'est que parce que ce sont des actes de solitaire, ce sont des actes très difficiles à prévenir, très difficiles à empêcher. Et j'ai remarqué par exemple que la ministre tunisienne a annoncé qu'elle allait renforcer davantage au max la sécurité. Mais pourquoi elle ne l'avait pas fait avant? C'est la première question que je propose. Est-ce que l'acte terroriste contre les touristes devant le musée de Bardo n'était pas déjà suffisant pour réveiller la possibilité que ça se répète? Donc il y a quand même pas mal de questions qui s'imposent. Justement, Michael, parce que tout simplement, comme tu le sais très bien, il y a un brassage un petit peu dans les médias, télévision, radio, et on a tout entendu, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je souhaite, moi, dans mon émission, traiter ces attentats sur un autre angle, si tu le permets. Parce que parler, répéter ce qui se dit chaque jour, sincèrement, avec tout le respect que je dois à l'ensemble des intervenants qui ont passé dans d'autres émissions et d'autres chaînes, et il faut qu'on voit autre chose. Ma première question, Michael, selon toi, tu vois pas comme quoi, tout simplement, il y a une autre méthode de communication faite par ces gens-là, d'une manière un peu plus noire, pour toucher le maximum possible et pour faire bouger les grands principes de la stabilité d'un tel ou d'un tel pays. Le cas de la France par rapport au travail, parce qu'on a décapité un chef d'entreprise, un homme qui crée la richesse. Et aussi, en Tunisie, on a touché un secteur clé qui fait la colonne vertébrale de l'économie tunisienne, soit en termes financiers, soit en termes d'image. Et aussi, on a touché le Koweït en plein Ramadan et de faire ce qu'on appelle une séparation entre les chiites et les sunnites dans une mosquée. Donc, je pense qu'il y a cet angle que je souhaite développer avec toi pendant les minutes qui nous restent ensemble et de voir comment tu vois les choses par rapport à cette communication un peu plus noire que auparavant. Il est sans doute que les promoteurs de ce genre de radicalisation et de ce genre de guerre à l'étranger, de guerre, disons, dans d'autres pays que là où existe Daesh ou l'État is, il est évident qu'il y a une volonté d'exporter un certain message. Et ce message a l'air d'être assez unifié et uni. Ce message est là où il y a la possibilité de créer l'instabilité par rapport à un message contre leur propre image
il faut y aller. Donc ils vont s'attaquer à la Tunisie, qui est un pays qui représente évidemment une idéal d'espérance par rapport à l'avenir qui est très différent que l'idéal plutôt intégriste de Daesh. En France, bon, il y a plein de raisons pour que Daesh vise la France, en partie pour obtenir des nouveaux recrues. Et on obtient des nouveaux recrues en montrant de la puissance. Bon, bien qu'aujourd'hui, on ne puisse pas déterminer avec exactitude si l'acte commis dans l'Isère était fondamentalement un acte terroriste ou pas, parce que on ne sait pas encore la motivation du tueur et de celui qui a essayé de faire exploser l'usine. Ce qu'on peut dire, c'est que même si ça l'était si c'était à la base qu'un acte purement criminel, l'effet sur la France et sur, comme tu dis, éventuellement sur le patronat, donne de quoi réfléchir et éventuellement de froid dans le dos. Est-ce que si ça a été monté d'une façon délibérée par, si c'était commandité de l'étranger, ça serait vraiment très sournois de dire, bon voilà, nous avons un tueur qui va s'en prendre à son patron. Parce que, évidemment, ça peut créer le doute dans nos patrons, partout en France et ailleurs, sur les éventuels travailleurs qui viennent des pays maghrébins et musulmans, qui travaillent avec lui. Donc, évidemment, il y a une volonté de créer des brèches dans la société. Par rapport à la Tunisie, c'est de créer une brèche vis-à-vis du gouvernement, parce que, évidemment, maintenant, comme a été évoqué tout à l'heure, il y a une mise en question de beaucoup de monde par rapport à la révolution tunisienne. En France, il y a une mise en question qui se crée chaque fois qu'il y a un acte terroriste, d'abord vis-à-vis de la population musulmane qui est pour la plupart très paisible et qui ne cherche rien d'autre que de vivre en France, mais aussi maintenant, par un acte qui n'était peut-être pas fondamentalement un acte terroriste, nous avons aussi une nouvelle donne, c'est-à-dire, est-ce que si j'emploie quelqu'un, est-ce que je peux avoir confiance qu'il ne va pas se retourner contre moi? C'est très grave. Exactement, Michael, parce que la question principale, moi, c'est un appel que j'annonce à travers cette émission au patron du MIDEF, aux secrétaires généraux des centrales syndicales de se prononcer et d'éviter cette possibilité d'amalgame qui risque de poser des problèmes par rapport à ces Maghrébins, comme il vient d'être évoqué, qui ne demandent que de travailler et faire vivre leurs enfants, mais aussi de couper court à ces extrémistes qui exploitent cette déception. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que je crois, on peut dire que d'un côté de cette bataille, si on peut l'appeler comme ça, il y a un message très clair. Le message venant du Moyen-Orient, le message de Daesh, et de dire, voilà, venez vers nous, nous avons d'abord du travail pour vous, nous avons du pouvoir à vous offrir, et voyez, nous pouvons nous attaquer à tout le monde partout comme on veut. C'est un message qui est pour certains assez séduisant. De l'autre côté, nous n'avons pas, en tout cas, je n'entends pas un vrai message qui contre tout cela. Un vrai message de solidarité à la fois de toute personne de bonne foi, peu importe le bord politique, peu importe la religion. Ceux qui sont contre ce genre d'action, ceux qui sont contre ce genre de message, devraient se lever pour des valeurs qu'ils veulent défendre, des valeurs qui sont par rapport à, disons, d'abord à l'unité, pas nécessairement dans le sens politique, mais au moins par rapport à la volonté de vivre dans un pays libre et dans un pays démocratique. Effectivement. Michael, on va passer à un deuxième volet aussi qui est de taille, qui est peut-être tabou dans quelques pays musulmans. C'est la séparation de la religion et de la politique. Mm-hmm. Donc, ici en France, d'ailleurs, donc il y avait la séparation du pouvoir et on sait pertinemment comme quoi c'est un pays laïque. Mais par rapport aux pays musulmans, on sait pertinemment que ce sont des pays musulmans par définition, mais il y a un mélange entre la politique et la religion. Le Maroc a entrepris un certain nombre de démarches dans ce sens, en séparant la politique des mosquées
et la religion reste un élément fédérateur sous le patronage du premier commandeur des croyants, le roi du Maroc. Et est-ce que cette notion de séparation de la politique avec la religion est nécessaire aujourd'hui plus que demain dans les pays musulmans? D'abord, cette question de religion qui influe la politique n'est pas unique aux pays musulmans. On n'a qu'à voir en Amérique où les évangélistes chrétiens sont très actifs à essayer d'influencer la politique des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire dans chaque endroit où nous avons une religion qui pense que la religion en tant que telle doit gérer la vie quotidienne de tout membre de cette religion, nous avons une possibilité de glissement vers une volonté politique de ses adhérents à cette façon de réfléchir. Bon, évidemment, au Maroc, il y a le PJD. Le PJD n'est pas un mouvement politique sans coloration religieuse. Ce n'est pas uniquement dans les mosquées que cette question se pose. Par contre, il est évident que dans les mosquées, c'est là où il y a, disons, la possibilité de dérapage total, parce que nous avons eu la preuve à maintes reprises dans le passé au Maroc et dans d'autres pays que certains imams utilisent les mosquées pour engendrer les réflexions les plus radicales possibles. Donc, si l'idée est aujourd'hui de séparer la religion et la politique, je pense que déjà, pour être clair, on est en train de parler de la séparation, de la possibilité d'offrir une pensée politique par la religion en cachette, ou bien derrière la façade très visible de la mosquée. N'empêche que cette volonté politique liée à la religion, je ne crois pas que ça va être facile de l'enlever complètement de n'importe quelle société. Rien qu'en France, nous avons des catholiques qui manifestent, par exemple, contre les lois qu'ils n'aiment pas que promue le gouvernement français. Par contre, de l'exposer à tout le monde, de donner la possibilité au libre arbitre de tout le monde de décider pour lui-même est-ce que cette façon de voir la chose, de voir la vie est une bonne façon ou pas. Bon, évidemment, ça c'est très important et je salue le Maroc d'essayer de sortir la question politique liée à la religion de la mosquée et vers la rue. Ma dernière question, Michael, parce que le temps presse, et là, je vais pas convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu d'office sur l'intégration maghrébine, sur l'Afrique, sur la promotion économique qui est considérée comme vecteur déterminant pour la stabilité dans ces pays. Il y a aussi un élément de taille qui m'interpelle, et là, je parle à un spécialiste aussi en matière de terrorisme. Est-ce qu'il est temps pour les pays du Maghreb de surpasser un petit peu leur orgueil et de penser collectivement sur déjà une intégration sécuritaire entre ces pays, bien sûr avec une intégration économique, et on reparlera de la politique dans les futurs. Je pense que mais cette question de l'Union maghrébine n'a pas commencé hier. Il y avait le grand moment de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe, à la fin des années 80. J'étais présent au Maroc et en Tunisie, en Algérie à cette époque, et je crois qu'à cette époque, il y avait une vraie effervescence, une vraie volonté dans ce sens jusqu'à la venue la première guerre du Golfe, qui a vraiment écrasé toutes ces volontés en créant une espèce de division entre les différents pays. Certains qui se mettaient du côté de l'Irak, d'autres du côté des alliés occidentaux. Donc, je crois que, évidemment, ce que tu dis est juste. C'est-à-dire que s'il y avait plus d'intégration dans les pays maghrébins, s'il y avait plus d'intégration économique, d'abord, ça serait en quelque sorte de tampon par rapport aux crises, premièrement. Et là, ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de crises dans les pays maghrébins, que ce soit en Libye, par ces attaques terroristes en Tunisie, ou même le Maroc va certainement souffrir beaucoup de ce qui s'est passé en Tunisie. Donc, il y a une crise par rapport à une certaine secteur de l'économie,
Mais il y a aussi, comme tu as évoqué tout à l'heure, des différentes parties de la société qui peuvent offrir autre chose que par rapport au tourisme. Au Maroc, il y a beaucoup qui s'est fait récemment dans le domaine industriel, dans le domaine des énergies renouvelables et tout ça. Pourquoi est-ce que ces atouts du Maroc ne peuvent pas être offerts comme atouts pour d'autres pays et vice-versa? Bon, mais je pense, comme tu as dit, tu prêches un convaincu, et nous avons aussi un drame politique qui existe. Il n'y a pas une vraie unité politique qui existe dans le Maghreb. Et je crois que jusqu'à ce qu'il y ait d'abord, quand l'Algérie et le Maroc commenceront à se parler, disons, avec beaucoup plus de politesse et beaucoup moins de crainte et de méfiance, ça sera déjà un grand pas en avant. Donc, pour parler de l'unité économique, il faudrait déjà avoir une volonté politique de l'avoir. Et pour l'instant, je ne le constate pas. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tu ne crois pas comme quoi il est temps, vu les enjeux qui est autour, l'Algérie il est menacée par le sud, par l'est, le Maroc par le sud, la Tunisie par l'est et par le sud. Il faut admettre les choses telles qu'elles sont. Il y a un destin commun. Qui veut pas, ça change rien. C'est l'intérêt des peuples qui prime. Mais certainement, et ça peut commencer par le volet sécuritaire, je crois. Je crois que tous les pays du Maghreb se rendent compte aujourd'hui qu'il y a des menaces qu'ils ne peuvent pas contrôler, qui viennent d'en dehors du Maghreb. Et si au moins il y avait je suis certain qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font déjà dans ce sens-là, il y a des conférences qui se font, il y a des décisions qui se prennent, mais il n'y a pas vraiment une action globale qui a été mise en place pour créer une espèce de nuage sécuritaire concernant certains pays du Maghreb, les uns par rapport aux autres. Je pense que ça serait un premier pas. L'union économique, à mon avis, viendrait par la suite, parce que comme tu évoques, dans un certain sens, c'est par rapport aux besoins. Aujourd'hui, on ressent très fort le besoin de se protéger par rapport aux frontières. Parce que bientôt, si on ne fait pas attention, la Tunisie ne va plus avoir de frontières avec la Libye. Ça va devenir très poreux. Déjà, on a l'impression que c'est de plus en plus poreux. Donc, jusqu'où ça va aller, jusqu'au point où les autres pays du Maghreb, notamment l'Algérie et le Maroc, comprennent que le destin de la Tunisie est aussi leur destin à eux. Eh bien, écoute, Michael, sur cette note d'espoir que nous lançons un appel à l'ensemble des pays du Maghreb, unissez-vous. Merci Michael Kurtli par rapport à cette intervention de qualité. Tu es le bienvenu à tout moment dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et on te dit à très bientôt. Et merci à toi, Adlati, pour tout ce que tu fais pour nous offrir une genre de communication qui est rare de nos jours. Bah écoutez, le plaisir est partagé et on essaye pour le mieux et que la paix prime. Et à très bientôt, Michael. Et on laisse avec cette pause musicale d'ici la fin de l'émission. Il me reste 2 minutes. Et à très bientôt. Amitié. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. مواطن وحاير أنتظر منكم جواب منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب أنا ما أخاف الفقر لكن
كل خوفي من الضوابط ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. Sur ces bonnes paroles, mesdames et messieurs, on vous dit à très bientôt pour le dimanche prochain avec un sujet d'actualité, un sujet d'importance sur Radio Pluriel et l'émission Arc-en-Ciel. وثورتي كانت غنيمة وافرة. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité.